s'ouvre désormais une période de 18 mois devant aboutir à l'élaboration d'un nouveau statut pour l'archipel. En parallèle, les discours appelant à une plus grande autonomie en Guadeloupe et en Martinique se sont fait entendre lors de récentes crises sociales. Où en est-on de la relation entre l'Hexagone et ses territoires ultramarins? Va-t-on vers une nouvelle vague indépendantiste ou un renforcement des liens? Pour échanger sur cette thématique forte, voici Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, Ferdinand Mélin-Soutramanien, professeur de droit public à l'Université de Bordeaux, Martial Foucault, directeur du CEVIPOF, titulaire de la chaire Outre-mer à Sciences Po Paris, et c'est Jérôme Cordelier, rédacteur en chef du service France du Point, qui va animer cet échange, au terme duquel vous pourrez bien sûr poser vos questions en les envoyant au 07 67 67 29 56. On les abordera à la fin de cette session. C'est à vous, Jérôme, sous vos applaudissements, bien sûr. Merci. Merci Boris, merci à tous. Écoutez, je suis ravi d'animer cette table ronde qui conclut une journée très riche. On parle souvent des Outre-mer. Je ne sais pas s'il y a un écho, mais on parle souvent des Outre-mer de manière quelque peu négative. Souvent, on met l'accent sur des crises sociales, certaines violences, les problèmes sanitaires. Là, aujourd'hui, on a vu les richesses des Outre-mer, des richesses économiques, d'un point de vue d'innovation, des Outre-mer qui permettent aussi à la France d'être une très grande puissance maritime. Et donc là, nous allons essayer de conclure cette journée très riche en voyant un peu le volet politique, c'est-à-dire comment le politique peut accompagner cette richesse-là. Comment doit-il le faire? Comment peut-il le faire? Alors, évidemment, on va démarrer par l'actualité, puisque en décembre a eu lieu, Boris le rappelait, ce référendum donc sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, un référendum qui s'inscrit dans un très long processus, on peut dire. Alors, j'ai envie de vous poser une question assez simple, Monsieur le Ministre, avant d'être plus dans le commentaire de ce processus, mais vous, quelles leçons avez-vous tirées d'abord de l'organisation de ce référendum et ensuite des résultats? Alors, je crois que ce n'est pas le référendum, mais les trois. Ce n'est pas que les trois référendums, c'est tout l'accord depuis 1998. Et tout l'accord, ce n'est pas que les consultations référendaires sur l'autodétermination, c'est aussi le rééquilibrage, c'est la reconnaissance d'une identité par la coutume, c'est non pas la création, mais la consolidation du système des provinces, c'est l'affirmation d'une autonomie, parce qu'on n'est pas indépendantiste ou non indépendantiste en Nouvelle-Calédonie, on est souvent indépendantiste ou autonomiste, et on promeut un modèle d'autonomie dans la République, il ne faut pas se raconter d'histoire, y compris les leaders les plus à droite, si j'ose dire, pour être schématique, les plus attachés à l'appartenance à la communauté nationale et à la République, sont furieusement autonomistes. Donc le schéma est beaucoup plus compliqué. Les leçons, elles sont nombreuses, mais comme il reste 47 minutes, je vais être concis. Je crois qu'il n'y aurait rien de pire que d'enfermer la Nouvelle-Calédonie dans son histoire. Il faut la regarder telle qu'elle. La période de la colonisation, le statut de l'indigénat qui a perduré très longtemps, plus encore qu'ailleurs à bien des égards. On pourrait y revenir et ce n'est pas sans effet sur l'affirmation et la volonté d'émancipation aussi de l'entité kanak. On pourrait l'enfermer dans l'histoire récente. Combien de personnes m'ont dit à l'automne dernier, oh là là, à la veille d'une élection présidentielle, les années 80, la grotte d'Ouvéa convoquée tous les 5 matins. Et au fond, le monde a changé. Et si le monde a changé, la Nouvelle-Calédonie a changé. La Nouvelle-Calédonie a changé parce que le Pacifique a changé. Les tables rondes précédentes l'ont démontré. Parce que la population calédonienne a changé. Quelques exemples. Les accords de Matignon-Oudinot, 88, Nouméa, 98, Matignon-Oudinot, 88, pendant la guerre froide. Peu d'ingérence étrangère. Pacifique du Sud assez calme. Et quand il n'était pas calme, c'était parce que nous faisions nos essais nucléaires. Aujourd'hui, on voit bien que les intrigues chinoises modifient la zone. Par rapport aux années 80 et aux années 90, les indépendantistes sont au pouvoir. C'est un processus de décolonisation encadré par les Nations Unies dans lequel les familles indépendantistes président le gouvernement collégial, le Congrès, 2 provinces sur 3 et pratiquement 2 tiers des communes. 2 tiers des communes de Nouvelle-Calédonie sont dirigées par des maires indépendantistes. Ça n'a rien à voir avec les années 80 ou 90. La jeunesse qui, de plus en plus dans les tribus, évidemment, vit avec son smartphone. Donc les aspirations aussi à l'émancipation se font à travers le groupe, le collectif,
Et les cultures mélanésiennes, évidemment, fonctionnent comme cela, mais également avec des émancipations individuelles, et notamment dans les relations entre les hommes ou les femmes. La question de la reconnaissance des autorités coutumières que la République a reconnues de manière incroyable. La République, c'est la loi de 1905, les séparations de l'Église et de l'État, avec des applications d'outre-mer différenciées, mais c'est aussi par, mais nos amis le diront mieux que quiconque, par l'accord de Nouméa, la reconnaissance par la loi suprême, la loi constitutionnelle, de la coutume, comme à Wallis et Futuna. Là aussi, les autorités coutumières ont pris une place importante. Donc, essayons de travailler à regarder à ce que les nouvelles, à ce qu'est aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie, sans quoi, je le dis sans embâche, on se plantera sur les solutions pour demain. Alors, les questions que se pose beaucoup de monde, c'est pourquoi autant de temps, pourquoi un processus aussi long pour aboutir à un scrutin qui, en fait, est marqué par une abstention massive et le boycott des principales forces, notamment qui se battaient pour le oui. Le rapport au temps, il est millénaire. Et dans les sociétés océaniennes, on prend son temps. On prend son temps pour palabrer, on prend son temps pour discuter, on prend son temps pour démêler les points sur lesquels on est d'accord et pas d'accord. Donc 30 ans à l'échelle de ce qu'est un peuple premier, ce n'est pas beaucoup de temps. Je pense qu'il ne faut pas que l'horloge européenne ou parisienne ou du centre de Paris viennent polluer les horloges océaniennes telles qu'elles fonctionnent d'un point de vue anthropologique. Première des choses. Deuxième des choses, c'était laisser du temps au temps. Est-ce que les signataires de l'accord de Nouméa en 98 pensaient réellement qu'on irait jusqu'au 3e? La réponse est non. Pourquoi d'ailleurs Jacques Lafleur aurait-il accepté qu'il y en ait 3? Pourquoi a-t-on consenti à un certain nombre de curiosités dans le fonctionnement même de l'accord? Alors aujourd'hui, tout le monde refait l'histoire. Oui, c'est bizarre, le gouvernement en a laissé faire 3, on a laissé les choses s'enfermer dans le binaire. Mais non, il y avait un pari humaniste chez les signataires, qu'ils soient indépendantistes et ils voyaient en cet accord le moyen d'accéder à l'indépendance, qu'ils soient autonomistes et ils voyaient dans cet accord le moyen d'affirmer la Nouvelle-Calédonie à son appartenance nationale, ils se disaient, au fond, dans les 20 ou 30 ans qui viennent, en tout cas dans les 20 ans qui viennent, on aura trouvé une solution de vivre ensemble. Et donc, au fond, on va rentrer dans un moment, et je ne suis pas plus long, de bilan, de faire le bilan de cet accord. Qu'est-ce qui a fonctionné? Et des choses ont fonctionné, ça serait mentir que de dire que tout a foiré, c'est pas vrai. Et qu'est-ce qui n'a pas forcément fonctionné? Et la mécanique d'autodétermination, il est clair qu'elle elle est devenue très binaire, elle est devenue rigide, et le vote est devenu un vote quasiment identitaire à bien des égards, y compris dans la carte de l'abstention, telle qu'on la regarde au mois de décembre dernier. Dernière question à vous, Monsieur le Ministre, avant de passer la parole à nos amis, en tout cas sur ce point-là. Est-ce qu'on peut dire que, actuellement, en Nouvelle-Calédonie, on est dans un processus de décolonisation, une décolonisation qui prend son temps, si on peut dire? Alors le problème, c'est que je l'ai dit une fois sur une chaîne info bien connue, ça m'a valu quand même un torrent de tweets de la fachosphère tout à fait invraisemblable. Parce que comme il n'y a plus de culture, vous mais je vous réponds, mais vous comme ne il y a craignez pas les tweets de la fachosphère? Non, je m'en moque un peu. Ce que je veux dire par là, c'est comme il n'y a plus beaucoup de culture ultramarine à Paris, y compris parmi nos élites politiques, culturelles, religieuses, économiques, juridiques, bah forcément, quand on dit qu'on a encore un territoire de la République qui est sous un régime transitoire de notre Constitution avec un titre à part entière, Ferdinand pourra y revenir, et que nous sommes encore dans un processus encadré par les Nations Unies, là tout le monde tombe de sa chaise parce qu'évidemment plus personne ne le sait. Et donc effectivement, il nous appartient, journalistes, politiques, chercheurs, de réexpliquer que c'est un modèle de décolonisation extraordinaire qui sort de toute forme d'ordinaire. Il faut dire que le modèle que nous avions eu parfois n'était pas que heureux et s'est terminé quand même dans des histoires plus tragiques. Et là, c'est vrai que tout à chacun, on a tenu à dire il y a une volonté d'une partie de la population de ne plus faire partie de l'ensemble national, parfois en aimant beaucoup la France par ailleurs. Les choses sont beaucoup plus complexes qu'elles en ont l'air. Et donc, on a cherché à trouver par le droit, par la politique, par la discussion et à un moment donné par des consultations démocratiques, une solution à ce problème qui a été posé. Mais une fois de plus, la Nouvelle-Calédonie a changé. Et donc, la suite du processus, parce qu'il y aura forcément une suite à ce processus, on pourra en reparler peut-être en conclusion, mais devra se faire avec ces ingrédients nouveaux, sans jamais oublier notre histoire. Alors, Monsieur Mélin Socramagnin, quelle est votre lecture, vous, de ce processus qui est engagé en Nouvelle-Calédonie? On verra après s'il peut avoir des conséquences sur d'autres territoires, mais quelle est votre lecture déjà de cet événement? Écoutez, effectivement, il y a eu plusieurs lectures à l'issue de ce dernier référendum du 12 décembre 2021. De manière majoritaire, il a été
perçu comme une forme d'échec, puisque le taux d'abstention a été élevé. Lorsqu'on est démocrate, on ne se réjouit jamais d'un taux d'abstention élevé. Mais on peut aussi soutenir que c'est une forme de succès, finalement, puisque aucun acteur n'a perdu la face. L'État n'a pas perdu la face. Quand même 3 référendums organisés en 3 ans, 2018, 2020, 2021, et dans des conditions, quelques incidents lors du 2e référendum, mais des conditions vraiment satisfaisantes, scrutés par des observateurs de l'ONU, scrutés par des observateurs nationaux, donc sans tâche, on va dire. Les non-indépendantistes peuvent se réjouir d'une réponse 3 fois négative, et les indépendantistes peuvent se réjouir de ne pas avoir perdu lors de ce dernier référendum. Donc, bon, on dirait finalement on revient à la case départ, mais c'est quand même, pour moi, je peux être trop optimiste, mais c'est une bonne situation, un bon point de départ pour une négociation, puisque, encore une fois, personne n'a perdu la face, on est à égalité, et la discussion pourra avoir lieu. Aujourd'hui, les partenaires politiques se sont entendus pour qu'elle débute de manière publique après la phase des élections nationales, présidentielles et législatives. Un certain nombre de choses vont être faites dans les mois qui viennent. Monsieur le ministre, qui est présent ici, a annoncé satisfaire à une revendication du président du Congrès, Roch Wamitan, de lancer un audit de la décolonisation, un bilan de l'accord de Nouméa, y compris dans ces aspects. Donc, un certain nombre de choses vont être faites d'ici cette échéance nationale. Et ensuite, il restera 1 an, puisque en gros, ça va être juin 2022, juin 2023. Une fenêtre de tir un peu étroite, mais qui peut permettre de construire un nouveau projet. Vous pensez que ça pourrait servir d'exemple pour d'autres territoires ultramarins, c'est-à-dire ce processus, la manière dont c'est organisé? Alors, ça, je ne sais pas. Exemple, modèle, je ne sais pas. Chaque outre-mer a sa singularité. La Nouvelle-Calédonie, où la colonisation a été très violente, tragique, très récente, ne ressemble à rien d'autre. Vous nous avez dit, pardon, en préparant, que quand quelque chose bougeait en Nouvelle-Calédonie, ça bougeait souvent dans les autres territoires. Ça, c'est une autre certitude, c'est qu'à chaque fois, la Nouvelle-Calédonie a toujours eu un effet d'entraînement. On voit bien, par exemple, le discours de Madiana, de Jacques Chirac en 2000, qui est un point de bascule pour la droite républicaine française, où vraiment on change le logiciel, et de manière heureuse, selon moi. Ça suit l'accord de Nouméa de 1998. De la même manière, la révision constitutionnelle de 2003, pour ma part, je pense qu'on ne peut la comprendre que si on sait qu'elle a été précédée par les accords de Nouméa de 1998. Donc s'il devait y avoir une nouvelle façon de concevoir, et je la souhaite ardemment, les rapports entre la République française et la Nouvelle-Calédonie, je suis persuadé que ça aura un impact sur les autres outre-mer, parce qu'il faut bien imaginer, on aura peut-être l'occasion d'en parler, que notre statut actuel des outre-mer, des autres outre-mer, il est vraiment obsolète. Il date de 1946 en réalité. Il a été mis à jour en 2003, pas mal mis à jour, mais sa structure, cette structure binaire entre les dom-tom, maintenant les drom et les com, elle date de 1946. Il me semble que le monde a un peu changé entre-temps. Alors, je vais juste demander la réaction du ministre, évidemment, à ce que vous venez de dire avant de vous passer la parole. Pourquoi ces statuts obsolètes depuis 1946 ? Est-ce qu'on ne peut pas changer ? Est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir des statuts différenciés ? Non, mais le professeur a raison de dire qu'à chaque territoire correspond aussi des rythmes différents. Je rappelle qu'à La Réunion, on va prendre l'exemple du territoire le plus peuplé, un DROM, département région d'outre-mer, les élus du territoire, lors des révisions constitutionnelles, ont même adopté un amendement pour s'assurer de l'égalité stricte de traitement, ou au fond, pour le faire très vite, même si c'est plus tout à fait vrai, le département de La Réunion est à peu près organisé de la même manière que le département de l'Eure, et ça a été écrit à la demande des élus du territoire. Donc la réalité, c'est que les choses aussi évoluent en fonction des époques. La réalité, c'est que depuis de nombreuses années,
les élus se battent pour ce qu'on appelle l'égalité réelle. Et c'est bien heureux, parce que l'égalité réelle, c'est l'égalité ressentie par nos concitoyens, sur des questions économiques, sur des questions sociales, sur des questions sanitaires, sur des questions de mœurs. On pourrait aussi parler aussi des grandes lois aussi sociétales. Bon. Et puis, depuis quelques années, on a de nouveau un mouvement de décentralisation important dans la République. On en parle souvent, y compris dans mes anciennes fonctions, dans l'Hexagone. Et puis tout d'un coup, il y a un autre mot qui vient à la mode, c'est la différenciation. Et c'est là où j'ai un peu mis les pieds dans le plat aux Antilles, mais il fallait le faire, je pense. C'est que d'un côté, on a une course vers l'égalité, qui me semble une promesse républicaine fondamentale. Et puis de l'autre, il y a beaucoup d'élus, plus que la population d'ailleurs. Beaucoup d'élus qui, eux, veulent plus de pouvoir et plus de différenciation. Sauf que là, on va avoir un débat de doctrine républicain fondamental, c'est que l'équilibre entre égalité et liberté d'organisation, il faut le trouver. Alors quand on est breton, on se dit, au fond, on a besoin de beaucoup de différenciation parce que laissez-nous faire, le Conseil régional de Bretagne se débrouillera pour tel ou tel type de compétences. Mais quand on est à des milliers de kilomètres de Paris, la question de donner beaucoup d'autonomie ou beaucoup de liberté, peut vite rentrer en concurrence avec la notion d'égalité. Je vais donner un exemple, mais les gens étaient sidérés quand je leur disais que l'État, le gouvernement, votre serviteur n'était plus compétent en matière sanitaire en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie. Et donc, nous avions des compétences, au fond, qu'on pourrait qualifier de régaliennes, parce qu'en pandémie, le sanitaire, c'est un peu régalien, étaient transférées à des autorités locales qui auraient très bien pu choisir de faire autrement ou de faire différemment. Et d'ailleurs, parfois, ils l'ont fait. La Nouvelle-Calédonie a choisi de faire l'obligation vaccinale pour l'ensemble de la population. Quand on dit ça, oui. Donc c'est quand même une rupture d'égalité dans la République que sur un territoire, on ait une obligation vaccinale et que dans d'autres, on ait choisi le pass, pour donner un exemple d'actualité. Mais ça, il faut que l'ensemble des citoyens aussi l'assument. Parce que sinon, la corde de rappel, c'est l'État. Sinon, la corde de rappel, c'est la solidarité nationale. Et donc là, c'est plus vraiment une dimension de différenciation. Il y a un mot qu'il va falloir qu'on prononce dans notre table ronde, sinon il n'y a pas de liberté ou de libération, parce que c'est le titre de la table ronde, c'est le mot responsabilité. Il n'y a pas de liberté s'il n'y a pas de responsabilité. Bien sûr, il n'y a pas de droit sans devoir. Martial Foucault, donc, merci de votre patience. Donc, quelle est votre lecture, alors si on peut dire, les conséquences hexagonales ultramarins évidemment sur d'autres territoires que la Nouvelle-Calédonie, et est-ce qu'on peut en avoir une lecture aussi sur l'organisation politique hexagonale ? Je commencerai en répondant à une question que vous ne me posez pas, mais sur la responsabilité, parce que je crois que c'est très important. C'est vrai que si on engage la discussion sur les processus de décentralisation, d'autonomie, de déconcentration, évidemment, pour moi, politologue, cette question de décentralisation ne peut pas être comprise, discutée, sans mettre en avant le principe de responsabilité politique, puisque la table ronde porte sur le politique et pas la politique. Je dirais que le politique, il ne sert qu'à résoudre des conflits visibles, invisibles, et des conflits de pouvoir. Le processus actuellement en Nouvelle-Calédonie, c'est un sujet, évidemment, et fort de pouvoir. Quel pouvoir attribuer ? Comment on définit ce qui vient d'être indiqué est très intéressant. On a une sorte de laboratoire à ciel ouvert de toutes les formules juridiques vis-à-vis des Outre-mer. Alors, je ne sais pas, parce que je ne suis pas spécialiste de cette question, est-ce qu'il faut aller vers un modèle qui converge entre les Outre-mer ? Moi, ce qui m'a beaucoup frappé pendant la campagne, pas seulement de ce troisième référendum, mais aussi des deux précédents, c'était une forme presque d'indifférence dans les autres Outre-mer. Et j'ai été frappé que les responsables politiques, alors peut-être que c'était des discussions, j'allais dire, dans des salons fermés, mais il y avait très très peu de prise de position sur ce qui se passait en Nouvelle-Calédonie. Et donc ça doit nous interpeller. Mais on peut dire que d'une manière générale, malheureusement, à part Sébastien Lecornu, il y a très peu de prise de position des politiques sur les Outre-mer. Et donc vient l'instant où je réponds à votre question. Dans l'Hexagone, effectivement, on ne peut pas dire qu'il y a eu embouteillage, qu'il y a eu congestion des débats autour de la situation calédonienne. Donc, le deuxième élément qui m'a beaucoup frappé à l'issue de ce troisième référendum, c'est au fond, et je crois que Ferdinand a raison de dire que, d'une certaine manière, tout le monde peut paraître gagnant. Je vais prendre un risque en vous disant que, effectivement, le temps a beaucoup d'importance. 30 ans, c'est très peu.
Et je garde à l'esprit cette idée défendue parfois par des philosophes en disant la discussion, la conversation, c'est fondamental dans la résolution de conflits. Et donc, si je pense à Habermas, par exemple, qui nous dit continuez de discuter jusqu'à épuiser la force de l'argument. J'ai le sentiment qu'en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas totalement épuisé la force de l'argumentation pour permettre effectivement d'imaginer est-ce qu'un référendum, sur quelle question doit aujourd'hui nous interroger sur la suite. Moi, très honnêtement, je ne suis pas certain aujourd'hui qu'un référendum soit nécessairement l'instrument juridique qui permette d'aller dans cette voie future de décolonisation. Quand je dis cela, et même si le référendum était retenu, je ne suis pas certain que la question, une seule question, qui appellerait une réponse binaire, soit la meilleure façon de procéder. Alors, je sais qu'il n'y a pas consensus sur cet aspect-là, mais imaginons un instant, faisons un petit peu de politique fiction, ce que je n'aime pas faire, mais soumettons un ensemble de projets ou une variété de projets. Parce que, en fait, ce qui est le plus important, me semble-t-il, et c'est ce qui n'a pas pu se produire au cours de ce 3e référendum, le débat, c'est important. La confrontation, c'est fondamental dans ce type de processus. Et débattre sur une variété de projets, quand bien même ces projets, aujourd'hui, ne figurent pas dans une question référendaire, pourrait tout à fait, puisqu'on est au stade de l'innovation politique, on est vraiment dans l'innovation politique avec ce processus en Nouvelle-Calédonie, eh bien, continuons à être innovants et imaginons ce que d'autres pays, notamment je pense au Canada, je pense à l'Écosse, qui ont connu ces processus référendaires, n'ont pas forcément imaginé, et pour beaucoup, ça a été une vraie souffrance par rapport à la légitimité qui ressortait du résultat. Et je crois qu'en Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, on est sur cette question de légitimité par rapport à la lecture qu'on fait du scrutin. Alors, je ne sais pas si c'est le lieu ni le moment de le dire, mais vous qui êtes ministre en charge des Outre-mer, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent « Mais pourquoi la France reste en Nouvelle-Calédonie » Pourquoi la France reste en Bretagne? Non, mais le démembrement géographique ne peut en aucun cas justifier un éloignement de ce qu'est la nation. À ce moment-là, pourquoi on reste en Seine-Saint-Denis? Pourquoi on reste en Corrèze? Pourquoi on reste en Creuse? Non, mais merci de poser la question. Parce que l'ensemble même de notre histoire politique, c'est l'État-nation. L'ensemble du trouble dans notre relation avec les territoires d'outre-mer, c'est la colonisation. L'ensemble de la suite de l'histoire, ça s'appelle la République. Donc, par définition, l'appartenance à ce qu'est la République, c'est un ensemble de valeurs. Bon, donc ça, il faut le dire. Et dans nos valeurs, il y a le fait d'avoir reconnu ce processus extraordinaire qui permet on revient au début de la conversation de la table ronde. En revanche, il faut peut-être poser la question différemment, c'est quel peut être l'intérêt de la France dans la région? Ça, c'est une question de géopolitique. Mais d'ailleurs, ce n'est pas la même qu'il y a 20 ans ou 30 ans, et ça ne sera pas la même dans 20 ou 30 ans. En Nouvelle-Calédonie, il est indéniable. Il y a une position stratégique, évidemment. Ça représente 10%, je crois, de la surface maritime française. Il y a évidemment la concurrence avec la Chine. Mais dans d'autres territoires, alors c'est là où on va venir à d'autres territoires, pourquoi la France reste-t-elle? Souvent, ce sont des... Alors, vous connaissez bien ce qu'on entend. Ce sont des territoires sous perfusion d'aide publique, qui ont beaucoup de rancœur vis-à-vis de la métropole. Donc, pourquoi la France s'échine à conserver ses confettis de l'Empire, comme disait Jean-Claude Guilbault dans une formule restée célèbre il y a fort longtemps déjà? Parce que l'affectio societatis, à un moment donné de l'histoire, a été là, où des territoires ont décidé de s'émanciper dans d'autres processus de décolonisation, d'émancipation, et là où ces territoires ont choisi de l'être. Deuxième commentaire, je le redis, le débat des territoires contributifs ou des territoires qui reçoivent la solidarité financière nationale, c'est pas un bon débat, parce que sinon on va s'apercevoir qu'il n'y a que l'Île-de-France, et encore pas toute l'Île-de-France, qui pourrait être intéressée à une approche comptable de ce qu'est la République. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse attention à cette dynamique-là. Parce que moi, je pourrais compter le nombre de Wallisiens et de Futuniens, de Polynésiens ou de Calédoniens qui servent dans nos armées. Je vais vous donner un autre chiffre, par exemple. Il y a autant de Polynésiens qui s'engagent chaque année dans les armées que d'habitants d'Île-de-France. Donc la richesse du pays, c'est quoi? C'est le nombre de soldats, c'est très 18e siècle, 19e siècle comme vision de voir les choses. C'est le PIB, ça me paraît très capitalistique et très 20e. Donc moi, je préfère convoquer notre histoire.
et notre affection nationale, pour prendre une autre terminologie. Après, la réalité, c'est que nos Outre-mer nous ouvrent vraiment à tous les horizons du monde, quels qu'ils soient. La Nouvelle-Calédonie nous met comme grand voisin de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, et il se trouve que depuis le Brexit, en plus, ça ne s'est pas assez vu et dit, mais tout le Commonwealth est sorti d'un seul coup de l'Union européenne, y compris dans cette zone, et que nous nous retrouvons parce que Wallis, Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie, les seuls présents dans cette zone dont on pourrait développer les intérêts stratégiques. Parce que Saint-Pierre-et-Miquelon, dont on parle trop peu, nous met dans l'embouchure du Saint-Laurent, avec jadis des perspectives de grande pêche importantes, demain des perspectives de croisière intéressantes, qui nous connecteront directement à Québec ou à Montréal, et ça nous intéresse. Parce que la Guyane, c'est un territoire hyper jeune, avec plein d'énergie, des matières premières, pour le pire comme pour le meilleur. C'est tout le débat autour de l'or, par exemple, ou de l'exploitation du bois. Mais enfin, ça nous donne quand même des frontières contiguës, je le disais ce matin, avec le Brésil ou le Suriname, et ça place la France sur un des continents les plus dynamiques, les plus jeunes, et dans lequel il y a le plus d'énergie. Les Antilles nous mettent à une encablure des États-Unis d'Amérique, enfin le modèle de Saint-Barth, il faut voir ce que c'était Saint-Barth il y a 40 ans. Enfin, je veux dire, c'est un succès récent. Alors, il y a toujours un petit côté... On ne parle pas de Bora Bora, on ne parle pas de Saint-Barth parce qu'il y a un petit côté, c'est l'outre-mer caricaturé, etc. Ben non, c'est l'outre-mer aussi, et ça fonctionne, et c'est une fierté, ça rapporte aussi d'ailleurs des devises et une visibilité au pays. Donc, je pense qu'il ne faut pas être dans une approche 20e siècle des choses. Jadis, on disait, c'est pratique d'avoir les outre-mer, ça permet de mettre un centre d'essai dans le Pacifique pour les essais nucléaires, ça permet de mettre un centre spatial guyanais. Ça, c'est une vision d'hier. Et donc, il faut regarder la vision de demain. Elle passe beaucoup par les questions environnementales, par les questions sanitaires, par les questions aussi d'accès aux réserves halieutiques. On le voit bien notamment dans le Pacifique, où il y aura de plus en plus de gens sur la planète, donc il y aura de plus en plus besoin d'accéder à ces ressources en poissons. On voit les flottilles chinoises qui vont de plus en plus loin dans la zone. Ce matin, le contre-amiral qui était là a redonné quelques dessins régaliens à l'action de l'État en mer. Quand vous regardez une photo satellite du Pacifique, vous voyez d'énormes taches bleues immaculées, propres, nickel en quelque sorte, dans lequel vous n'avez aucune intrusion. C'est la zone économique exclusive française parce que les forces armées y font régner l'ordre, et dans lequel nous avons très peu de pillages grâce à l'action de nos soldats. Là où vous voyez dans toutes les autres zones économiques exclusives beaucoup d'incursions de flottilles diverses et variées avec des réserves de poissons qui sont volées. Donc voilà, donc je pense qu'il faut regarder les choses dans leur complexité, et surtout les intérêts d'hier ne seront pas ceux d'aujourd'hui, qui ne seront pas ceux de demain. Alors, je voudrais juste revenir sur la question des statuts, qui fait un peu la suite de ce que vient de dire le ministre. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour, justement, qui est relier un peu plus les territoires de manière, si on peut dire, administrative, organisationnelle, dans plus une communauté de valeurs, si on peut dire. Comment pourrait-on réfléchir d'un point de vue constitutionnel, puisque vous êtes constitutionnaliste ? Je ne sais pas si rejoindre les collectivités territoriales situées outre-mer entre elles peut être un objectif. C'est pas l'objet. Ce que je dis simplement, c'est que c'est dans une communauté de vue, les rejoindre communauté de vue, alors ça, juridique. Ça, c'est possible. J'ai une idée assez claire sur le sujet. Effectivement, chaque outre-mer est différent et a des aspirations différentes. La Réunion, ça a été rappelé, qui est le territoire le plus peuplé, celui qui a peut-être le plus de capacité, et celui qui juridiquement peut le moins, parce que c'est le souhait des élus de ce territoire, souhait réitéré à plusieurs reprises. Bon, donc là, c'est l'application du droit commun. Je pense qu'une façon de faire possible, puisque vous me posez la question en termes d'ingénierie juridique, c'est une clause outre-mer dans la Constitution où il serait rappelé ce que sont les compétences régaliennes. La Constitution le rappelle déjà d'ailleurs. C'est un obscur alinéa 4 de l'article 73 qui dit que l'État a toujours, y compris en Polynésie, qui est très, très autonome, vocation à intervenir sur le droit pénal, l'ordre public, la défense, etc. Donc on sait à peu près ce que sont les compétences régaliennes. Donc on pourrait tout à fait imaginer une clause outre-mer unique qui disent, voilà, ça sont les compétences réservées à l'État, et pour le reste, c'est une discussion entre chacun des outre-mer et l'État, transcrit en quelque sorte dans une loi organique propre à chacun des outre-mer. Certains peuvent choisir le droit commun, c'est le cas de la Réunion, et on peut aller comme ça sur toute la palette, tout l'éventail
ce que Jacques Chirac appelait, il y a plus de 20 ans déjà, les statuts à la carte. D'ailleurs, Voilà. je voulais vous faire réagir à ça. Plutôt que de s'enfermer Oui. dans cette logique binaire qui n'a plus de sens. Vous seriez chiracien de ce point de vue-là, c'est-à-dire plus pour des statuts à la carte J'ai collé des affiches pour Jacques Chirac, donc je crois que je suis chiracien. Je sais, c'est pour ça que je vous pose la question. La réalité, c'est que tout cela ne vaut que si, en démocratie, le principe des responsabilités fonctionne. Je pense qu'on va y revenir. C'est un des points communs dans des métiers qui sont différents, de chercheurs d'un côté, d'acteurs politiques de l'autre. Il n'y a pas de démocratie si on ne sait pas qui décide, qui paie, qui engueulait, qui changeait aux élections. Sinon, ce n'est pas une démocratie. Quand j'ai lancé le mot sur l'autonomie, qu'il me soit permis de faire cette confidence au point, je l'ai fait parce que j'étais un peu agacé. J'avais beaucoup d'élus face à moi qui me disaient « Comprenez, monsieur le ministre, ici, c'est un département comme les autres. Hein. La Guadeloupe, c'est pas la souffrance. » Moi, je suis le premier à dire ça tous les jours, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est un département comme les autres, donc on a le droit à ça, on a le droit à ça. Pas de problème, c'est mon métier que de donner droit à ça. Enfin, cette loi sur l'obligation vaccinale des soignants, je ne parle pas du pass, hein, je parle vraiment de l'obligation vaccinale des soignants à l'hôpital. Bon, on ne fait pas le débat sur le fond, il est connu. Cette loi, non, il ne faut pas qu'elle s'applique comme ça en Guadeloupe, hein, mais circuler, il n'y a rien à voir. Alors, j'ai dit non, attendez, soit c'est un département comme les autres, département, le mot du sens dans l'histoire de la République et de ce qu'est la France, département. Ben, la loi de la République s'applique de la même manière, ou alors vous ne voulez plus que ces lois régaliennes, au fond, hein, ce qu'on demande à un personnel de soignant dans un hôpital, fonctionnaire hospitalier, c'est quand même une forme de régalien. Si vous ne voulez pas que la loi s'applique de la même manière, ça veut donc dire que ce n'est plus un département. Et vous demandez donc un statut d'autonomie, comme on peut le connaître dans le Pacifique, Polynésie, etc. C'est de là où le débat est venu. Je ne vais pas proposer l'autonomie à la Guadeloupe, mais je leur ai dit, soyez cohérents. On ne peut pas d'un côté vouloir les mêmes droits et le même standard, et de l'autre ne pas vouloir que les mêmes lois s'appliquent. Bah, allons bon, c'est l'inverse du scandale de la chlordécone. La chlordécone, c'est une substance dangereuse, scandaleuse, interdite dans l'Hexagone, dans lequel, pour de très vilaines et de très mauvaises raisons, on a consenti à des exceptions aux Antilles. C'est-à-dire qu'on a été moins 10 ans sur le standard sanitaire aux Antilles qu'on ne l'a été dans l'Hexagone. C'est ça le scandale de la chlordécone. Et après, maintenant, sur une autre loi sanitaire, on nous demanderait qu'elle s'applique moins. Donc, moi je suis ouvert à tout, loi organique sur mesure, on peut tout imaginer. J'étais avec entre ce matin et ce soir, j'ai vu pas mal d'élus de la Réunion. Certains ont des réflexions intéressantes pour peut-être aussi organiser une réunion de toutes les collectivités, Mayotte, TAF, Réunion, pour, dans l'axe Indo-Pacifique, faire vivre un tout petit peu plus la dimension Indo. Il y a des choses intéressantes sur la table. Moi, je suis ouvert à tout. Ce que je veux juste, c'est que quand notre concitoyen de Guadeloupe, de Martinique, de Réunion, de Guyane ou d'ailleurs, il va voter à ces élections municipales, il sait pourquoi il va voter. Quand il va voter au régional, au territorial ou au départemental, il sait pourquoi il va voter. Quand il va voter au présidentiel ou législatif, il sait pourquoi il va voter. Parce que sinon, c'est le début de la grande dérive. Et pour le coup, il n'y aura plus de vie démocratique. Déjà, la vie démocratique en milieu insulaire, c'est compliqué parce qu'il faut trouver des diversités de profils, il faut que les gens puissent s'engager. Enfin, faire éclore de nouveaux visages et de nouveaux talents est peut-être un peu plus difficile qu'ailleurs, il ne faut pas se raconter d'histoire. Mais si on commence à être moins disant sur qui est responsable de quoi, définitivement, ça sera un bond en arrière. On fera toute la loi organique de la Terre, tous les débats de la Terre, tous les colloques avec l'excellent journal Le Point. On ne répondra pas aux aspirations profondes, pour le coup, de nos concitoyens, qui revient au mot que vous avez choisi, à savoir liberté. Libérer, liberté, va avec la responsabilité. Non, peut-être deux réactions, parce que ce qui vient d'être dit est très intéressant sur comment faire vivre une démocratie en appliquant et en insistant sur le principe de responsabilité. Le principe de responsabilité, en fait, chaque citoyen y est attaché sans forcément le savoir. Et effectivement, l'élection... On le voit bien dans le contexte actuel. Pardon ? On le voit bien dans le contexte actuel. Oui, c'est-à-dire que chaque élection doit mettre en avant le principe... Alors, le terme est emprunté aux Québécois. J'aime beaucoup leur terme. Ils parlent d'imputabilité, la redevabilité. Et c'est très intéressant parce que quand on parle de décentralisation, je ne parle pas encore d'autonomie, mais décentralisation, c'est bien un processus qui est à la fois juridique, mais qui est aussi très politique. Décentraliser, transférer des compétences à des collectivités, à elles la charge d'organiser, de fournir ce bien public local.
Ce bien public local, on a parlé d'égalité tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a une notion qui manque dans ce débat sur la décentralisation, c'est que l'égalité ne doit pas être nécessairement le seul critère qui permet de s'enorgueillir de la réussite d'un processus de décentralisation. L'équité est très importante. Et quand on parle de différenciation, en fait, on a à l'esprit l'idée d'équité. Est-ce que c'est équitable? Et si on parle d'équité, alors on peut parler de justice. Et la justice, c'est un des critères auxquels les citoyens sont fondamentalement attachés dans la France, et la France des Outre-mer. Et moi, je suis frappé, en ayant fait quelques déplacements, que cette notion d'égalité et d'équité est parfois confondue. Ce n'est pas la même chose. Et je crois que l'on peut, et d'ailleurs, on est un peuple extrêmement paradoxal. Alors, on n'a pas attendu cette table ronde pour s'en rendre compte, mais on a en France un paradoxe autour de l'idée d'un peuple extrêmement jacobin qui aspire à la décentralisation, mais tout en gardant un pouvoir fort pour l'État. Et quand je dis ça, ce n'est pas un clin d'œil au ministre, mais effectivement, il y a par moments cette idée, on l'a vu là depuis 4 ou 5 ans, cette idée que quand on transfère des compétences, il y a toujours une tentation forte de l'État de garder la main, parfois pour de bonnes raisons, et parfois pour de mauvaises raisons. Alors, il faut installer dans notre pays une vraie culture, peut-être pas de la décentralisation, mais une vraie culture du transfert de compétences. Alors vous allez me dire, je joue sur les mots. C'est pas tout à fait la même chose que de transférer des compétences, parce que quand on installe cette culture politique, alors naturellement, le principe de responsabilité va s'afficher. Et je rajoute un point, parce qu'il y a un enjeu pour moi très important, et peut-être que je vais vous surprendre ou vous choquer dans mes propos, mais je pense qu'il y a aussi un vrai sujet sur la capacité de l'ensemble des élus à pouvoir se saisir de ce potentiel considérable et démocratique de gérer des compétences. Et là, c'est un vrai sujet. Et quand tout à l'heure, le ministre évoquait, dans la suite, après Nouvelle-Calédonie, mais aussi pour d'autres bassins, d'un renouvellement de la pensée des Outre-mer. Ça, je crois que c'est fondamental. On est depuis 30 ans quand même sur une génération d'élites qui a peu été renouvelée pour penser ces problèmes. Et je crois que, alors je vais faire 10 secondes d'autopromo, la chaire Outre-mer à Sciences Po a cette vocation, précisément d'installer une nouvelle culture parmi des élites, pas nécessairement nationales ou supranationales, mais aussi des élites locales. Un petit mot d'exemple pour nos amis guadeloupéens. Débat égalité, équité, liberté. Débat jusqu'à quel point on se décentralise l'eau potable. Enfin, je pense que je passe ma vie à me faire malmener à raison, parce qu'il n'y a pas d'eau potable dans tous les foyers guadeloupéens pour une compétence qui, historiquement, a toujours été celle des communes. Dans l'histoire de la République, l'eau potable, comme d'ailleurs l'assainissement, n'ont jamais été des compétences de l'État. Défaillance du bloc communal, c'est pas la peine de prendre 36 chemins pour le dire, il y a maintenant plus de 30 ans, pendant 30 ans, plan de rattrapage, et en fait, quoi qu'on fasse, ça ne va pas. Enfin, je sors du politiquement correct, je ne devrais peut-être pas en cette période préélectorale, mais la réalité, c'est que quoi que l'on fasse, ça ne va pas. C'est-à-dire que si on avait recentralisé la compétence, personne ne nous l'a demandé d'ailleurs, donc ça aurait été très compliqué de le faire nous-mêmes. Enfin, ça ne va pas, parce qu'on serait venu abîmer un principe fondamental de décentralisation. On donne de l'argent à des collectivités pour le faire, mais on nous explique que c'est pas assez. Or, les factures d'eau sont quand même adressées aux gens, donc l'eau paye l'eau. Bref, donc cette culture de la responsabilité, le débat entre équité, égalité, liberté, il est absolument clé, parce que quand on y met des compétences de la vie quotidienne en face, c'est plus du tout un débat de juriste ou de politique ou un débat théorique. Ça s'appelle le service public, et ce sont des vrais instruments pour le coup dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Les enjeux des Outre-mer, on l'a vu au cours de cette journée, qui sont vastes, qui sont très importants. Est-ce que ça va être une part intégrante puisque Emmanuel Macron montre beaucoup d'activisme dans la présidence française du Conseil de l'Union européenne, est-ce que les Outre-mer vont être une des questions qui va être débattue au cours de cette présidence française? Alors, oui, mais pas toujours en premier plan. Pour quelle raison? Les fameux RUP, régions ultra-périphériques, tels que prévus par les traités de l'Union européenne, ça concerne le Portugal, l'Espagne et la France. Donc, quand je préside le Conseil des ministres en ce moment, on est 3 pays, c'est sûr que je me sens dans un peu petit format que mes collègues des autres thématiques. Néanmoins, pour toutes les autres thématiques, tout le temps.
Vous avez eu Olivier Poivre d'Arvor tout à l'heure sur une table ronde. Il n'y aurait pas le sommet de Brest et il n'y aurait pas l'ensemble des initiatives sur le volet environnemental s'il n'y avait pas les Outre-mer. Enfin, j'en suis intimement persuadé, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc oui, c'est un fil conducteur. Les fonds structurels européens, ce n'est pas qu'une affaire d'argent, mais enfin, ont permis quand même de faire des bonds en avant considérables. Plus personne ne le dit parce qu'il y a un vent de populisme terrible qui s'abat sur l'ensemble du débat public. Mais enfin, prenez Mayotte ou la Guyane sans fonds européens, bah, croyez-moi, on prendra encore plus de temps à sortir les projets, les infrastructures qu'on ne le fait aujourd'hui. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est aussi un bon accélérateur pour les différents projets. On sera amené à en parler. Alors, Martial Foucault, venons aussi. Il y a eu une très bonne émission sur France Culture en décembre, l'Esprit public, animée par Patrick Cohen sur les Outre-mer, et qui mettait en avant notamment la manne des lecteurs qui était aussi en Outre-mer, puisque je crois, disait-il à cette émission, que c'est 1,6 million d'électeurs, ce qui représente 4 à 5 points de sondage. Donc 4 à 5 points de sondage, c'est important. Hein. On se souvient que Lionel Jospin, en 2002, a manqué la qualification au second tour de 250 000 voix. François Fillon, en 2017, 450 000 voix. Là, on voit que le jeu peut être serré. On a vu Marine Le Pen récemment accueillie en rockstar un peu à Mayotte. Donc, est-ce que les Outre-mer, les électeurs ultramarins, peuvent-ils peser de manière importante dans le prochain scrutin? Il y a deux manières de répondre à votre question. Si on considère que le vote ultramarin peut faire gagner un candidat ou une candidate, je pense que la réponse est non. En revanche, le vote ultramarin peut empêcher des candidats de l'emporter. D'accord ? Vous allez me trouver assez retors dans... C'est une réponse de Normand, hein, monsieur le ministre. Pourquoi ? Parce que, effectivement, 1,6 million d'électeurs sur aujourd'hui un collège électoral de près de 47 millions d'électeurs inscrits, on se dit 1,6, c'est peu. En fait, c'est pas si peu que cela. Surtout s'il y a une grande abstention, comme on dit. Alors ça, je ne sais pas, mais en revanche, 1,6 million d'électeurs, on voit qu'il y a des phénomènes très intéressants entre les Outre-mer. Si on pense aux équilibres partisans, c'est une très très grande variété. Alors ça doit aussi nous interpeller. Ça veut dire que effectivement, le vote à La Réunion ne ressemble en rien au vote en Guyane, par exemple. Et d'ailleurs... Est-ce que vous pouvez détailler un tout petit peu ça? C'est un phénomène qu'on retrouve aussi entre le désalignement. Hein, il y a un cher collègue politologue qui vient de disparaître, et je vais lui rendre hommage, Jean-Luc Parodi, qui nous a quittés la semaine passée, et qui avait créé cette théorie du désalignement pour comprendre pourquoi un phénomène local ne se retrouvait pas dans une même ville au plan national. Je prends l'exemple de Toulouse, qui est un très bel exemple. On vote au plan national plutôt à gauche, mais au plan local, on vote plutôt à droite. Pour les Outre-mer, on retrouve ces phénomènes. Et vous parliez tout à l'heure d'un certain nombre de candidats qui ont commencé à faire visite dans les Outre-mer, Jean-Luc Mélenchon dans les Antilles, vous parliez de Marine Le Pen à Mayotte. Il y a quand même des sujets qui sont vecteurs, je vais dire presque de tests d'un certain nombre de thématiques de campagne. Donc ce sont un peu les ballons d'essai. Et je dirais que c'est peut-être pas la meilleure façon de rendre visibles les Outre-mer. Et je dois dire que cette idée selon laquelle on a passé quelques heures, cela suffirait à séduire un électorat ultramarin, j'émets quelques réserves sur cette manière de faire. Ça, certes, mais est-ce que, je reviens à ma question juste, est-ce que vous pensez que le collège électoral, si on peut dire, d'Outre-mer, peut peser et peut-être aussi être décisif dans un résultat, en tout cas, de qualification au second tour, par exemple? Si vous avez effectivement deux candidats très serrés, le vote outre-mer sera regardé et sera vraiment ausculté à la loupe, parce qu'on pourra dire effectivement que la décision s'est faite sur le vote ultramarin. Mais vous voyez, là c'est un raisonnement ex post. Ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels les candidats vont prendre des positions à l'endroit des Outre-mer? Et quand on parlait tout à l'heure de différenciation, oui, c'est un vrai sujet et qui marque véritablement, politiquement et de façon partisane,
aujourd'hui cette campagne présidentielle. Et je rajoute un point, l'abstention, c'est probablement le sujet sur lequel, effectivement, il y a une singularité ultramarine. La participation est globalement plus faible dans les Outre-mer que dans l'Hexagone. Mais lorsque vient le temps d'une élection nationale, on voit que ce petit différentiel va se réduire. Donc aujourd'hui, moi je continue à penser que la place des Outre-mer dans l'élection présidentielle de 2022, c'est une occasion supplémentaire de faire en sorte que la campagne présidentielle, c'est pas simplement des déplacements en Outre-mer. La campagne présidentielle, c'est porter des enjeux sur ces Outre-mer au regard de tout ce qui a été évoqué aujourd'hui des avantages des Outre-mer. Alors, Monsieur Mélin Soukramanian, qu'est-ce que vous pensez justement des enjeux qui pourraient être portés dans une campagne? Il y a au moins une question sur laquelle les candidats devront tous se positionner, c'est la Nouvelle-Calédonie, puisque là il y a un enjeu précis, c'est qu'il va falloir une révision de la Constitution avant 2023, avant le 30 juin 2023, puisque, comme il a été rappelé, l'accord de Nouméa et la Constitution ne prévoyait qu'un système transitoire. Le transitoire a été un peu étendu, juridiquement ça tient, mais ça ne pourra pas tenir beaucoup au-delà. Donc une révision sur la Nouvelle-Calédonie, la définition d'un statut nouveau pour la Nouvelle-Calédonie et peut-être des évolutions pour les Outre-mer s'ils le souhaitent. Mais effectivement, il y a un positionnement inévitable sur ce point. Merci. Alors, avant juste de prendre quelques questions dans la salle, alors je voudrais m'adresser à Sébastien Lecornu et plus au ministre, c'est-à-dire comment les Outre-mer, parce qu'on sait que vous allez jouer un rôle important dans la campagne, une fois que le président candidat se sera déclaré, comment les Outre-mer peuvent s'inscrire dans un projet présidentiel, dans le projet présidentiel du candidat Macron? Non, mais de fait, c'est la saison de tous les déplacements. C'est toujours un peu rageant quand on s'intéresse à l'outre-mer tout le reste du temps du quinquennat et qu'on se retrouve dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, on est 15 ou 20 personnes, puis après on découvre tout un tas de gens 3 mois avant le premier tour de l'élection présidentielle qui vous font des grands discours et promettent à peu près tout et n'importe quoi. C'est sûrement la loi du genre. Deuxième commentaire, les ultramarins, ce sont des familles, des femmes et des hommes qui certes vivent dans les territoires, mais vivent aussi dans l'Hexagone. Donc la question aussi des Outre-mer et d'un vote ultramarin, et un certain nombre de visages ici connus peuvent en parler, ce sont aussi des familles et des ramifications. Troisième des choses, s'il y a bien un endroit dans lequel les partis politiques traditionnels tels qu'on les connaît dans la Ve République, dans l'Hexagone, ont commencé à décrocher, ce sont bien les territoires d'Outre-mer. Et donc aussi, c'est une digue, et je m'en réjouis absolument pas. Je parle évidemment du recul du PS, du recul des Républicains ou de l'UMP jadis. Ça veut donc dire aussi que la prise au vent des votes populistes d'extrême sont aussi plus forts désormais en Outre-mer. Le Civipov d'ailleurs l'a documenté, la chaire Sciences Po aussi. Il y a des études de jeunes chercheurs sur ces sujets actuellement, parce que de fait, on a une balkanisation de la vie politique locale avec beaucoup de micro-partis. La vie partisane existe encore, mais elle est locale. Polynésie, des grandes formations politiques, Nouvelle-Calédonie pareil. En Martinique, je ne veux pas dire pratiquement chaque maire à son petit parti politique local. Enfin, j'en rajoute à peine. Il y a une dimension intéressante. Les ultramarins restent des concitoyens très politiques. Pour mieux se plaindre de la politique et des politiques, ils ont peut-être raison, mais les ultramarins aiment la politique, même si parfois elle peut les désespérer. Non, votre question est directe, j'y répondrai directement. Je pense qu'il faut parler avec beaucoup de cœur, vraiment, et c'est pas qu'une forme, qu'il faut vraiment parler des problèmes des gens, qu'il faut arrêter de promettre n'importe quoi, parce que je pense que les ultramarins ont souffert de trop de démagogie dans le passé, et qu'au fond, une parole libre, sobre et sincère, à mon avis, peut avoir du prix. Dire qu'un candidat à la présidentielle se débarrassera des sargasses en 3 jours relève du pathétique et du grotesque. Donc je pense qu'il faut arrêter de prendre les uns et les autres pour des imbéciles et partager ce qu'on disait tout à l'heure, la responsabilité, le chemin des contraintes. Et je pense qu'on y arrive. Chlordécone, c'est un des bons dossiers, enfin un mauvais dossier par ailleurs, mais un bon exemple sur lequel on a pu montrer que les lignes pouvaient bouger sans démagogie. Merci. On va prendre quelques questions. Oui, tout à fait. Première question. La loi d'habilitation accordée à certains DROM ne permet-elle pas de contrebalancer cette obsolescence du statut actuel des Outre-mer? Waouh, on a des experts et des experts. Ah ben là, pour clôturer la journée, là, Je veux bien répondre, parce que Merci. Une question juridico-juridique.
La réponse est oui. La possibilité d'habilitation pour les DROM, c'est la possibilité pour tous les DROM, sauf la Réunion, puisque un fameux amendement Virapoulet en 2003 prive la Réunion de cette possibilité. C'est la possibilité pour les DROM de demander au Parlement ou au gouvernement l'habilitation à agir dans le domaine de la loi ou du règlement et créer eux-mêmes leurs propres normes. En ce sens, les DROM, y compris la Guadeloupe d'ailleurs, sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils peuvent se doter, eux, de leurs propres normes. Et lorsque le ministre Sébastien Lecornu a parlé d'autonomie à la Guadeloupe, juridiquement, il n'avait pas tort, il avait même raison. Une autre question, on parle beaucoup depuis le début de la Réunion, la Guadeloupe ou la Nouvelle-Calédonie. Mais qu'en est-il des autres territoires, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les TAF, etc., au contexte très varié? Contexte très varié. Mais là aussi, il faut les prendre un par un. Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont les îles du Nord de la Guadeloupe et qu'au fond, la communauté de destin avec les Antilles sont très fortes. La relation avec les États-Unis pour les deux territoires très forte. La particularité de Saint-Martin, c'est sa frontière avec un autre pays. Voilà une île coupée en deux avec deux souverainetés. Batave d'un côté, française de l'autre. Pardon, il y aurait beaucoup à dire sur Wallis et Futuna. Si on aime le droit, si on aime l'histoire et si on aime la géographie, la République a quand même reconnu 3 royaumes. Et encore, on a même un royaume dissident en prime. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ces territoires sont intéressants. J'ai cité Saint-Pierre-et-Miquelon. Il suffit de revoir le Crabe-Tambour, magnifique film de Pierre Schoenderfer. On a cette scène qui nous permet de comprendre et de mesurer ce qu'étaient les grandes pêches de morue jusqu'au début des années 90. Désormais, il y a des opportunités importantes en matière touristique ou même en matière environnementale. Non, il n'y a pas de petits territoires, il n'y a pas de petites communes. Il y a des maires de petites communes, mais il n'y a pas de petits maires. C'est pareil pour les territoires. Ce sont des territoires qui sont parfois plus petits, dont les enjeux sont redoutables. On se rappelle d'Irma et Maria à Saint-Martin, je le citais ce matin. On va sortir bientôt le plan de prévention des risques naturels. On va finir la reconstruction de Saint-Martin. Les territoires, y compris les plus lointains comme Wallis et Futuna, qui ne sont pas les plus grands, méritent la plus grande des attentions par ailleurs. On l'a vu avec la pandémie aussi. Dernière question. Le président de la République aime-t-il l'outre-mer? Il ne manifeste pas beaucoup son intérêt pour nous, sauf à travers son ministre. Question sauvée à la fin. C'est une rhétorique. Non, c'est pas vrai. C'est un événement ici, donc je ne veux pas vous parler du chef de l'État, mais il aime fondamentalement l'outre-mer. Je vais vous dire les choses de la manière la plus simple et directe. Je n'ai jamais manqué de rien depuis que je suis ministre des Outre-mer. Et on ne peut pas penser un seul instant que ce que j'ai essayé de faire en Nouvelle-Calédonie, sous l'autorité de Jean Castex, j'aurais pu le faire sans avoir le souffle bienveillant permanent du chef de l'État. Donc on a le droit d'aimer le président de la République, de ne pas l'aimer, on a le droit d'être d'accord avec sa politique ou pas d'accord avec sa politique, mais le procès d'intention, si j'ose dire, en manque d'intérêt ou en manque d'amour me paraîtrait d'une injustice totale. Merci beaucoup, messieurs, on vous applaudit. Merci. Merci. Attends, Jérôme, vous voulez rajouter un mot? Oui, merci. Alors, comme c'était le dernier débat, je voulais juste être le porte-parole un peu pour remercier tout le monde. D'abord les équipes du Point, en premier lieu Romain Gonzalez qui a fait toute la conception éditoriale de cette journée, et Sophie Gournay. Enfin bon, il y a beaucoup de monde à remercier, mais voilà, c'était les deux personnes en particulier. Évidemment, ce lieu absolument sublime, méconnu encore à Paris, et qui est vraiment au cœur névralgique du vieux Lutèce, donc la Maison de l'Océan. Et puis aussi, on voulait remercier nos partenaires, donc la Caisse des dépôts et la Banque des territoires, et puis Corsair, et puis les médias qui nous ont aidé beaucoup à relayer toute cette journée, la première, et Outre-mer 360. Voilà, merci à tous et merci pour la richesse de ces débats.